Malte, l'île joyau de la Méditerranée, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah là là, chers amis de Sud Radio, c'est une île non pas au trésor au singulier, mais au trésor au pluriel que nous allons aborder ensemble. Malte, un archipel au contraste surprenant entre Orient et Occident qui agissent donc comme autant de charmes puissants sur le visiteur. Ensuite, son ancrage en Europe, sa culture et son histoire font vibrer son âme de notes latines, orientales et anglo-saxonnes. Malte, c'est comme un cocktail de sensations frais et réjouissants qu'on ne se lasse pas de déguster toute l'année. Car pour peu que l'on pousse la visite en dehors de la Valette, de ses lieux touristiques et de ses ambiances festives où se presse toute la jeunesse d'Europe, on découvre un véritable petit joyau, une pépite au cœur de la Méditerranée. Mais une pépite pour qui, me direz-vous? Eh bien, pour celles et ceux qui sont en adoration devant des eaux bleues cristallines, un patrimoine médiéval unique en Europe, de sublimes palais, des fortifications intactes, mais aussi des temples mégalithiques datant de 3500 avant Jésus-Christ et qui ajoutent encore à son aura mystique. On y trouve de magnifiques chemins de randonnée le long de falaises abruptes, des criques secrètes baignées de sublimes couchers de soleil, des ruelles calmes de villages paisibles, car Malte existe aussi et surtout en dehors des sentiers battus. Oui, à Malte, le temps y est toujours autant suspendu et nous allons vous en dévoiler dans cette émission quelques autres petits secrets. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de Malte, nous sommes avec un Maltais, Claude Zamy-Trévisan, directeur de l'Office de tourisme de Malte en France. Bonjour Claude. Bonjour. Né à Malte, élevé à Malte, Tout à fait. avec des origines italiennes, comme on a dit, orientales aussi. Très très bien. Patricia Piazzi est avec nous, propriétaire du 37 Chambre d'Hôtes à Gozo. Vous êtes en direct avec nous, Patricia. Et quel temps fait-il? Bonjour. Et on a un temps sublime aujourd'hui, on a un soleil très très beau et un ciel bleu 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 avec des petits nuages blancs. Mais j'ai l'impression que si je vous posais la question tous les jours, vous me feriez la même réponse. Il fait beau, il fait toujours beau à Malte. Oui, absolument. Et en plus, en hiver, on a un climat qui est très très doux. On va en parler. Marie Choquet, expatriée depuis 25 ans à Site-Vigie, village dans le sud de l'île de Malte. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors, on va commencer avec vous, Claude Zamy-Trévisan, vous qui êtes directeur de l'Office de tourisme de Malte en France. On rappelle que Malte, la capitale s'appelle La Valette, c'est la plus petite capitale d'Europe, 5800 habitants. Alors, Malte, c'est la ville des superlatifs. Il y a 3 ports, 3 sites UNESCO, 3 cités, 320 monuments historiques, 365 églises, 300 jours de soleil par an, et tout ça à 2h45 de vol de Paris. Pourquoi on s'en priverait ? Oui, alors on va dire déjà l'archipel maltais où se trouve, c'est vraiment au cœur de la Méditerranée. Oui. Donc entre Gibraltar et l'Alexandrie d'Égypte, entre la Tunisie et la Sicile, il s'agit de 3 îles habitées, donc Malte, Gozo et Comino. Gozo avec une superficie de 67 km². Comino, c'est une toute petite îlot entre Malte et Gozo avec une superficie de 3 km². Et Malte avec donc une superficie d'à peu près 246 km². Donc on peut dire que c'est un archipel de petites îles, oui, en fait. C'est un archipel de 3 îles habitées avec une superficie totale de 316 km². Pour mettre les choses en perspective, donc, Malte est 27 fois plus petit de la Corse par rapport à la Sicile, qui est l'île la plus grande dans la Méditerranée. C'est 80 fois plus petit de la Sicile. Incroyable. Ça fait 3 fois plus grand de Paris intramuros. Voilà, donc ça donne une perspective. C'est un archipel donc avec à peu près 500 000 habitants. C'est très dense, mais quand même, il y a des endroits, surtout au nord de l'île de Malte et à Gozo aussi, qui sont encore verdoyants, qui sont verts, qui sont beaucoup plus tranquilles et beaucoup plus rurales. Parce qu'il faut dire aussi que la majorité des habitants de Malte habitent à La Valette et dans les communes voisines de La Valette. C'est ça. Donc, La Valette, les 3 cités,
Birkirkara, le Sliema, St. Julian's, tout est proche vraiment du Grand Port et de la Valette. Et c'est là où la majorité, 80% de la population maltaise y habite. Les restes, c'est moins populaire. Donc, oui. On visite Malte tranquillement à pied, avec les ferries aussi, qu'il faut beaucoup utiliser. Oui, on visite surtout la Valette. Donc, la Valette, c'est la capitale. Il faut peut-être dire un mot sur la Valette. C'est une ville fortifiée, entièrement fortifiée. C'est une presqu'île qui a été construite par les chevaliers de l'ordre. Approchez-vous du micro, Claude. C'est une ville fortifiée, donc c'est une ville qui a été construite par les chevaliers de l'ordre de Malte en 1566. À l'époque, à Malte, il y avait les chevaliers de Saint-Jean. Ils se sont installés à Malte en 1530. Et après le grand siège, l'Empire ottoman a cherché de prendre Malte sans succès. Jean Parisot de Valette, qui était grand maître, il était français, il était aussi grand maître de l'ordre de Malte, avait décidé donc d'ériger une ville. C'est une ville planifiée, construite donc avec un plan, avec des rues tout droit, perpendiculaires. Ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO, donc l'entière ville, la totalité de la ville de la Valette, ça fait partie du patrimoine UNESCO. Il y a une concentration d'églises, des monuments historiques à la Valette qui est incroyable. 320 monuments historiques, donc c'est vraiment très très dense, magnifique. Et on peut tout à fait visiter la Valette à pied. Il y a plein de choses surprenantes qu'on va découvrir au cours de cette émission et que j'ai découvert en la préparant avec vous d'ailleurs, des choses étonnantes sur Malte qu'on ne savait pas, comme par exemple, on va voir ça tout de suite avec vous. Alors attendez, je reprends. Marie Choquet, vous êtes expatriée depuis 25 ans à Sidvigi, j'ai du mal avec les noms. Sidvigi, pardon, parce qu'on parlera de la langue aussi, qui est un peu particulière. C'est un village dans le sud de l'île de Malte, Marie, et là vous travaillez dans un vignoble, car il y a des vignobles à Malte. Il y a une douzaine de propriété à peu près, c'est ça? Tout à fait. Et vous travaillez dans un vignoble de 4 hectares, donc une petite propriété. Vous produisez 25 000 bouteilles de vin par an. Et vous, à Malte, vous parlez, ce que vous appréciez particulièrement, c'est que la qualité de la vie y est extraordinaire. Vous vous baignez jusqu'en novembre, vous vous baladez partout. Vous adorez ce côté temps suspendu qu'on va retrouver à Gozo aussi, mais qu'on ne connaît pas très bien dans les villages. Parlez-nous-en de ce petit village de Sidvi. Oui, alors c'est compliqué à prononcer. D'ailleurs, il y a pas mal de Maltais qui disent pas Sidjiwi, mais qui disent Sigiwigi. Ah bah voilà, donc vous voyez, j'ai pas honte. Donc parlez-nous de ce petit village. Non, du tout. Donc c'est vraiment un petit village encore traditionnel, très maltais. En traditionnel très maltais, c'est un petit peu comme les villages méditerranéens, avec les grands-pères sur les bancs en train de refaire la vie et de parler de tous les voisins. Vous avez aussi l'église du village où pas mal de choses se passent pendant toute l'année. Et vous avez aussi, par exemple, des petits camions de légumes qui vont venir le matin. Vous avez le pain qui va être aussi délivré dans des petites camionnettes. Des voisins qui viennent et qui vont vous donner, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, donc ils vont vous donner des pommes de terre, parce que les pommes de terre, c'est une grosse production sur l'île de Malte, des pommes de terre, des citrons suivant la saison. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément, parce que c'est vraiment vrai, c'est vraiment une qualité de vie qui est très, très, très agréable. Alors c'est vrai qu'on insiste avec Claude Zamy-Trévisan, le directeur de l'Office de tourisme de Malte en France, pour dire que Malte, on y va toute l'année. On est bien d'accord, Marie? On y va toute l'année à Malte. On s'y baigne jusqu'en novembre, donc c'est pas mal déjà. On s'y baigne jusqu'en novembre. En général, Noël, c'est sur le balcon, parce qu'il fait quand même assez chaud. Il y a plein de choses à faire. Alors, c'est vrai qu'on pense à une île dans la Méditerranée, donc on pense à l'été. Mais il y a énormément de choses aussi à faire pendant l'hiver, pendant l'automne. Donc pas mal de balades, donc on ne pense pas trop non plus à Malte avec des balades. C'est vrai. On va parler du côté balade, randonnée sur les falaises tout à l'heure. Juste une petite pause donc on va faire dans quelques secondes. Juste un petit mot avec vous, Patricia Piazzi. Vous êtes propriétaire du 37 Chambre d'Aude à Gozo. Pendant un moment, on en parlait avec Claude. Il y avait un slogan qui disait l'île où le temps s'est arrêté. Est-ce que c'est toujours vrai? Absolument. Je dirais que ça continue encore aujourd'hui. Le choix de vie qu'on a eu
quand on a déménagé de Milan pour venir vivre à Gozo, c'était pour pouvoir embrasser cette douceur de vie et ce soleil. Et étonnement, en plus, on se sent jamais isolé parce que, en tout cas, on est à 20 minutes de ferry de l'île mère qui est Malte. Et l'aéroport de Malte offre des vols sur Paris, sur Milan, sur Rome, sur Londres. Tous les jours, il y a un choix innombrable pour arriver à un lieu, pour partir peut-être sur les États-Unis, etc. Donc, on n'est absolument pas isolé. Et ouvert sur le monde. Et ouvert sur le monde et avec des très bons hôpitaux, des très bonnes écoles. Absolument. On va continuer à parler des charmes et des petits secrets de la vie maltaise parce que vous y habitez, Patricia Piazzi, depuis que votre mari vous l'a fait découvrir un jour pour votre anniversaire et vous êtes resté scotché là-bas d'amour et d'admiration pour cette île. On va continuer à parler de Malte dans un instant. On fait une petite pause, à tout de suite. Malte, l'île joyau de la Méditerranée, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Dans cette émission, on vous en fait souvent découvrir des pépites et des joyaux. Nous sommes dans la Méditerranée, au centre de la Méditerranée, entre Orient et Occident, dans des charmes puissants qui sont de culture latine, orientale, anglo-saxonne. Et cet archipel s'appelle Malte. Nous sommes avec le directeur de l'Office de tourisme de Malte en France, Claude Zamy de Trévisan, Patricia Piazzi, qui est propriétaire de chambre d'hôte à Gozo, et Marie Choquet, qui est expatriée depuis 25 ans à Sigiwi. Ah, je l'ai bien dit là, Sigiwi, village dans le sud de l'île de Malte. Et tout le monde nous parle de son amour pour cette destination. Claude Zamy de Trévisan, on avait dit qu'on parlait un petit peu de la langue. Quand on arrive à... Moi, j'y suis allé à Malte. J'y suis allé, j'ai fait un tournage il y a quelques années. Et c'est vrai que la langue m'avait surpris parce qu'on n'arrive pas à retrouver beaucoup de... Il y a de l'italien, il y a de l'arabe, il y a un petit peu de français aussi, curieusement. Tout à fait. C'est une langue unique. Déjà, le fait qu'on a une langue, c'est assez incroyable parce que sur une population de 2 millions de personnes, on a une autre langue, c'est assez quelque chose. C'est une langue d'origine sémitique. Donc, les racines de la langue sont, c'est l'arabe. Il y a les mots-clés en maltais qui dérivent de l'arabe. Mais il y a aussi l'italien qui a influencé cette langue. Les mots, comme je viens de dire, il y a beaucoup de mots qui viennent donc du sicilien, des mots latins, etc. Mais aussi pas mal de mots qui sont des autres langues aussi. Par exemple, il y a des mots qui proviennent du français. Alors quoi, par exemple, comme mot français? Chauffeur, par exemple, en maltais, on dit chauffeur. Chauffeur, pour dire chauffeur. Porte-monnaie, on dit porte-money en maltais. Et puis, deux mots qu'on utilise tous les jours, tout le temps. Bonjour, bonsoir. Nous, en maltais, on dit bonjour et bonsoir. D'accord. Comment on commence la visite de Malte, selon vous, Claude? On commence par la Valette, on fait sa petite journée à la Valette? Oui. C'est indispensable, la Valette. Avec la découverte sur les jardins Upper Baraka, magnifique. On voit cette baie sublime. Oui, moi, je pense que la Valette, c'est vraiment l'incontournable. Comme vous l'avez dit, les jardins d'Upper Baraka, c'est l'un des endroits... Il y a toujours des canons, là? Toujours des canons, oui. C'est l'un des endroits vraiment à visiter, ça vaut vraiment le coup. La Valette, on peut la visiter dans une journée, oui. Tout à fait. Il y a plusieurs choses à visiter. Donc, pour vraiment rentrer dans les détails et visiter... Donc, les jardins, on commence par les jardins. 320 monuments, il faut beaucoup plus de temps. Très mais dans une journée, je pense que les incontournables sont la co-cathédrale Saint-Jean. Magnifique, magnifique. C'est l'église conventuelle des Chevaliers de l'Ordre de Malte. Dans la cathédrale, on trouve deux chefs-d'œuvre du Caravage. Absolument. Donc, et le sol est pavé des tombes des chevaliers. Le sol est pavé, exactement. Donc, ça, c'est incroyable. Complètement incroyable. Alors, l'église de l'extérieur, c'est très simple. Mais dès qu'on entre on est à l'intérieur, on est complètement submergé avec les dorures, avec les... C'est très, très... C'est impressionnant. Impressionnant, absolument. C'est vrai. Et le chef-d'œuvre du Caravage, il faut absolument la voir. Là, c'est aussi un choc esthétique. La décollation de Saint-Jean, puis le Saint-Jérôme, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, qu'on est à Malte. Mais il y a aussi des autres endroits à visiter qu'on est à la Valette. On a parlé de jardins. Il y a les jardins d'Upper Baraka Gardens, mais il y a des autres aussi. Il y a les Lower Baraka Gardens. Et puis, le théâtre Manuel, par exemple.
l'un des théâtres les plus anciens en Europe, qui est toujours fonctionnel. Puis il y a le palais des grands maîtres. Et puis, moi, j'adore aller à La Valette, se perdre dans les rues de La Valette, flâner, passer vraiment du temps à s'imprégner de l'atmosphère de La Valette, s'arrêter. Est-ce qu'il y a toujours, non loin de la place Saint-Georges, la Casa Rocca Piccola? Ça, c'est incroyable, cette histoire. Oui, tout à fait. Donc, il y a un palais ouvert au public, dans laquelle la famille vit encore. Oui, c'est une maison particulière qui appartient à une famille noble maltaise où le propriétaire habite toujours avec sa famille et qui est ouvert au public. Ses portes. Oui, tout à fait. Et ça donne vraiment une ouverture envers la vie maltaise. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On a des autres maisons particulières. Il y a une autre à Mdina. On n'a pas parlé de Mdina. C'est l'ancienne capitale de Malte. Qui est complètement différent de La Valette. Mais il y a des tels contrastes à Malte, c'est incroyable. Mdina, c'est l'ancienne capitale. Il se trouve sur une colline, donc bien au cœur de l'île de Malte. C'est une ville médiévale. Donc ici, on trouve des ruelles qui sont médiévales. Donc ce n'est pas sur plan, ça n'a pas été construit sur plan. Toujours fortifié, c'est toujours une ville fortifiée. Et ici, à Mdina, toujours la même chose, très petit, mais avec un esprit complètement différent. On a dit aussi qu'on l'appelle la ville du silence, parce qu'il n'y a pas de voitures, c'est juste des voitures de résidents qui ont le droit d'entrer dans les murs à Mdina, et il y a une toute petite communauté de 350 résidents, c'est tout. D'accord, ouais, c'est vraiment la ville du silence qu'il faut visiter. Patricia Piazzi, vous qui êtes propriétaire de chambre d'hôte à Gozo, on parlait avec Claude des différences d'ambiance, de contraste. Alors vous, c'est le jour et la nuit entre Gozo et La Valette. Je dirais oui. Par exemple, nous, à Gozo, on embrasse une vie très rurale, qui est en train de changer, évidemment, avec toute la modernisation de la société. Mais elle est restée encore une douceur de vie, j'appellerais a slow life, slow, et avec énormément d'agriculture. Donc, on peut partir à 5 heures de l'après-midi avec son panier, profiter du jardin du voisin et prendre une salade fraîche, des tomates ou de la rucola ou des pêches pour le petit déjeuner. Des citrons pour faire une limonade, etc. Et Gozo est encore une ville qui est extrêmement tranquille. On a, par exemple, quelque chose que moi je trouve inouï et qui est zéro criminalité. Quand j'étais arrivée au début à Gozo, je voyais tous mes voisins qui laissaient leurs clés sur leur porte de leur maison. Et c'est quand même, comme Gozo sont beaucoup de petits villages. Nous, à Mouchard, c'est un tout petit village, extrêmement rural, où on a un côté où on avait ces vieilles fermes. Que vous avez retapé, vous avez retapé une vieille ferme qui avait 400 ans, hein, à Mouchard. C'est dans le sud-est de l'île. Hein. Exactement, on a retapé 3 vieilles fermes. 3 vieilles fermes. Oui, mon mari est un peu maso. Oui, mais il est bricoleur surtout. Non, ben la première était vraiment notre maison de bord de mer, et on est tombé amoureux de cette couleur de pierre c'est fascinant parce que ce sont des murs qui sont plus de 2 mètres d'épais. Donc vous pouvez comprendre qu'en été ça tient une fraîcheur dans la maison qui est vraiment très appréciée. Et en hiver, la chaleur reste encore, parce que c'est encore des maisons qui ne sont pas chauffées. C'est des maisons qui sont très très anciennes et qui ont un charme. Un charme fou. Parlez-nous un petit peu des extérieurs. Qu'est-ce qu'on voit autour de vous? Je sais qu'il y a une magnifique baie, c'est la baie de Douera, je crois, qui est sublime. Alors Gozo est un petit poids. C'est ça. Qui est vraiment un énorme avantage parce qu'on arrive un petit peu partout en 15 minutes. Alors, pendant une journée, on peut aller à la plage, on peut aller voir le coucher du soleil dans la baie de Douera, qui est vraiment très, très belle, et où il y avait aussi le Fungus Rock, qui est ce rocher où les chevaliers étaient en train de cultiver cette espèce de mousse
qu'ils vendaient pendant les guerres de religion contre la dysenterie, donc ils se sont enrichis avec ça. Ils ont tenu aussi Gozo comme un petit secret, jalousement comme secret, parce qu'il y avait l'eau fraîche, c'était un lieu très vert, c'était un lieu où il y avait aussi beaucoup d'oiseaux pour leur chasse. Et je crois que c'était quelque chose de très différent de Malte aussi. On a une mer qui était époustouflante, qui est cette couleur turquoise que je trouve qu'on voit dans très peu d'îles dans la Méditerranée. Gozo est un endroit où beaucoup de divers aussi internationaux de plongeurs, des gens qui font de la plongée sous-marine, soit avec un tuba, soit avec des bouteilles. C'est un lieu de plongée extraordinaire. Oui, mais je crois que quelque chose qui est vraiment qui est étonnant de cette île, c'est sa simplicité, dans sa beauté. Il y a une simplicité, une douceur de vie, mais une douceur de vie aussi pour les vacances qui est paisible. C'est un endroit pour y faire du yoga. C'est un endroit pour faire du yoga, c'est un endroit pour venir se reposer. Absolument. Marie Choquet, vous êtes d'accord avec la définition de Patricia Piazzi? C'est un endroit pour se reposer. Malte aussi. On l'ignore, on croit toujours que c'est une ville un peu trépidante, une vie festive, mais il y a ce côté-là quand même. Il y a un déplacement qui est incroyable. Oui, Marie, dites-nous. Non, c'est vraiment des profils différents. Oui. Sur une toute petite île, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez faire aussi. Alors, quels sont vos endroits secrets de baignade, vous qui vous baignez jusqu'au mois de novembre? Dites-nous, vous allez où? Donc moi, c'est tout petit, donc environ 30 minutes, vous pouvez aller n'importe où. Moi, je préfère, encore dans mon petit village, c'est la baie de Harlapsi. Oui, baie de Harlapsi. Oui, voilà. Donc c'est dans les rochers. Donc pas de sable, c'est des rochers. D'accord. Mais ça fait comme une sorte de piscine naturelle. Ouais. Juste avant de partir sur le large, vous avez aussi une toute petite île qui n'est pas habitée, juste à côté, qui s'appelle Filfla. Et ce qui est sympathique aussi, c'est par exemple le dimanche matin, si vous y allez tôt, vous avez aussi tous les habitants locaux qui vont se baigner là-bas, et c'est en général des personnes un petit peu âgées, donc tout le monde se baigne avec leur casquette sur la tête. Enfin, c'est assez typique aussi. D'accord. On va marquer une pause, mes amis. On va se retrouver juste après pour continuer à parler des beautés et des charmes de l'île de Malte, le sujet de notre émission d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Malte, l'île joyau de la Méditerranée, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et il y a bien des choses à découvrir sur l'île de Malte. Non seulement son mode de vie, son ambiance, sa gastronomie, ses lieux, ses monuments. 320 monuments historiques, hein, Claude, on n'en sortira jamais. Il faut revenir plusieurs fois à Malte. Combien de temps dure le séjour moyen de vacancier? Alors, le séjour moyen de vacanciers français, c'est 6 jours. 6 jours, donc c'est assez unique parce qu'en général, les gens viennent 3-4 jours comme ça. Et là, 6 jours. Tout à fait, c'est 6 jours parce que normalement, les Français qui viennent, ils passent 3-4 jours à Malte, puis ils traversent, ils font la traversée vers l'île de Gozo, ils passent une nuit ou deux, ou peut-être plus. Hein. Puis ils font aussi escale sur le Comino. Donc voilà, 6 jours, normalement, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Oui. Alors, donnez-nous une journée type. Où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on prend le ferry? Est-ce qu'il faut louer une voiture? Est-ce qu'on peut faire des choses à pied, en vélo? Comment on s'organise? Une journée type. Pour un couple. Oui. Le grand avantage de Malte, c'est le fait que les distances sont très réduites. Oui. Donc, on ne passe pas beaucoup de temps dans un car ou dans la voiture parce que les distances sont un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Hein? Et donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses pendant une journée. On peut aller faire une visite culturelle le matin, puis l'après-midi, si on aime la mer, on peut aller sur la côte. On a 200 kilomètres de côte, et puis le soir, on peut sortir. On sort où à Malte? On sort à Saint-Julien. Donc, c'est vraiment le spot. Un jour type, on peut commencer par la Valette. Donc, on peut passer une demi-journée, une matinée à la Valette. On peut déjeuner à la Valette. Il y a vraiment un choix très, très grand de restaurants. Restaurants de poissons. On parle gastronomie méditerranéenne. Gastronomie méditerranéenne, absolument. Et puis, l'après-midi, on peut aller à la plage. Au nord de l'île, il y a beaucoup de plages de sable aussi. Alors, où vous allez, vous, Claude, quand vous allez vous baigner? Alors, moi, j'adore absolument la plage de Ain Toufira, elle s'appelle.
Elle se trouve au nord, c'est magnifique. Il y a aussi à côté de Ain Toufiha le parc Maïstral, c'est une parc réservé pour la randonnée pédestre. Moi, j'adore ça. Et donc, normalement, je préfère d'habitude de passer quelques heures à la mer. C'est une petite plage. On n'a pas de plage énorme. Hein. C'est des plages qui vont... c'est 500 mètres de plage, mais c'est tranquille. Oui. C'est magnifique. L'eau est incroyable. Mais il y a des plages de sable. Il y a des plages de sable, oui. Surtout au nord, il y a une dizaine de plages et criques de sable. Et puis le soir, si on veut faire la fête, il faut aller à Saint-Julien, à Sliema, ou bien à La Valette, parce que La Valette, c'est très animé. La Valette, ce n'est pas uniquement une ville historique pour visiter pendant la journée, mais on peut aussi aller le soir. Et moi, j'adore trouver les petits wine bars, les petits bars au vin, les petits whisky bars. Il y a vraiment un choix maintenant des restaurants, des bars. On trouve un peu de tout pour des typologies différentes de clients. Donc, des couples, des jeunes étudiants, des touristes qui sont un peu plus matures. Donc, c'est vraiment très, très bien. On fait tout ça au calme, c'est ça. Il y a une énergie très positive à Malte. C'est très calme, c'est tranquille. Avec vous, Marie Choquet, qui habitait combien de temps? 25 ans déjà? Quelque chose comme ça, oui. Vous avez vu l'émergence aussi d'une nouvelle génération de Maltais fiers de leur île et qui mettent au goût du jour du miel, de l'huile d'olive et une marque maltaise de gastronomie. C'est vrai, ça? Oui, il y a vraiment une renaissance de la gastronomie maltaise sur plusieurs sujets. Donc, quand vous mentionniez le miel, oui, par exemple, donc il y a énormément il y a une production de rennes mères à Malte. Alors ça, je ne savais pas. Le plus gros élevage de rennes d'abeilles d'Europe est à Malte. C'est là où on élève les abeilles reines. Voilà. C'est incroyable, cette histoire. Alors, le miel doit être sublime. Oui, tout à fait. Donc, vous avez ça, vous avez l'huile d'olive, c'est pareil. L'huile d'olive, ça fait pas très, très longtemps que c'est revenu sur la gastronomie maltaise. Il y a de plus en plus d'oliviers qui sont plantés. Et gastronomie maltaise, bon, c'est un petit peu comme la langue. C'est un petit peu un mélange de différentes cultures. Et vous avez beaucoup de nouveaux chefs qui arrivent là et qui veulent faire, comme je vous le disais, une sorte de renaissance de la cuisine maltaise. Très bien. Donc, c'est pas que des plats et des restaurants pour les touristes, mais c'est quelque chose de plus vrai. Et ils cherchent vraiment à mettre en scène cette cuisine de la meilleure façon possible. C'est génial. Et alors, moi qui aime bien le contact avec la population, comment je fais pour avoir le contact avec des vrais Maltais? Je vais dans des petits villages comme Zébouge, c'est ça? Où là, vraiment, voilà. C'est ça qu'il faut faire, hein? Exactement. Donc, au niveau hébergement, il y a plusieurs petits hôtels ici et là dans des petits villages. Donc, ils sont intéressants comme Zébouge. Vous parlez de la nourriture. Si vous voulez vraiment aller dans des restaurants où vous allez trouver des Maltais, il y a le village de Mjar. Donc, le village de Mjar, c'est vraiment... parce que le plat traditionnel maltais, c'est le lapin. D'accord. Donc là, il y a plein de restaurants qui font du lapin. Et là, vous avez vraiment des locaux aussi qui vont déguster ces mets-là. Il y a un marché fermier aussi, à Taali. Tout à fait. Ça, il ne faut pas le louper. C'est vraiment la culture, la gastronomie, les fruits, les légumes de la région qu'il faut aller chercher. Vous connaissez, Claude? Voilà. Oui, en fait... c'est vrai qu'il faut aller au contact des vrais Maltais. Il faut pas rater Marsasloc, le port de Marsasloc. Bien sûr. C'est là où il y a les marchés célèbres du poisson, surtout le dimanche. Et c'est là aussi qu'il y a les bateaux typiques de pêche de Malte. On l'appelle les Luzu en maltais, avec l'œil d'Osiris sur leur cou. C'est des barques très colorées. Ils portent les couleurs typiques de Malte, donc rouge. C'est là où on fait les photos Instagram. Vert, c'est très possible, c'est très carte postale, c'est vrai. Mais c'est là aussi où on mange vraiment dans des restaurants authentiques, surtout des restaurants de poissons. Ça, il ne faut pas le louper. À Marsasloc, non, Marsasloc, il ne faut pas le louper parce que c'est vraiment typique. C'est vraiment les villages carte postale, on peut dire. Beaucoup de poissons typiques. La pêche à Malte, c'est important. Donc, on a la lampuca. La lampuca, c'est les dorades coryphènes. Et là, la saison de la lampuca va commencer bientôt parce qu'il commence
au mois d'août, donc déjà le 16 août, et ça va continuer jusqu'à fin octobre, mi-octobre, fin octobre. On fait pas mal de recettes avec la lampuka, avec le cédorade, par exemple. On fait la lampuka pie, une tarte de lampuka. Quelque chose de magnifique. On mange ça, c'est frais, c'est vraiment les goûts de la Méditerranée. Il faut qu'on aille manger un truc là-bas. Hein, absolument. Vous le vendez vachement bien. Juste une petite chose sur la mer. Est-ce que parce que c'est une île, c'est un archipel d'îles, Malte. Est-ce que ça vaut le coup de louer un bateau et de faire un tour oui, sur la côte? Tout à fait. Ça, c'est top, ça. En fait, moi, je conseille aussi, au niveau de déplacement, il y a aussi des ferries entre La Valette et Sliema, entre La Valette et les Trois Cités de l'autre côté. Il y a des ferries, des traversées en bateau qui sont pratiques, mais qui sont très, très agréables parce que les façons les plus incroyables pour voir Malte, c'est depuis la mer. Parce qu'on peut apprécier les fortifications qui s'imposent, vraiment. Donc il y a ça. On peut aussi louer, bien sûr, un bateau, un voilier ou autre pour aller à Gozo. Bien entendu, il y a un ferry aussi pour aller à Gozo. Oui. Et on peut prendre les ferries. C'est vraiment très, très fréquent, d'une fréquence tous les demi-heures. On a le ferry de Malte, de Circoa, le port de Circoa au nord de Malte pour aller à Gozo. Ça coûte pas cher du tout, donc la traversée c'est abordable, Malte-Gozo, c'est très abordable. Juste pour vous donner une idée, les billets Malte-Gozo, passagers, ça coûte 4,65 €. Donc très abordable. C'est une traversée de 25 minutes. Et comme je disais, puis aussi pour revenir à votre question, on peut tout à fait aussi, moi je conseille louer un voilier pour vraiment goûter, vraiment passer une très très belle journée ou plus de ça. Absolument. À Malte. C'est ce que disait Patricia Piazzi, vous qui êtes sur l'île de Zeta Mouchard, dans le sud-est de l'île. C'est ça, à Gozo. Vous nous conseillez, vous, de louer avec un skipper. Ça, c'est le top. Oui, absolument, parce que voir Gozo de l'eau, c'est époustouflant. Par exemple, on a des falaises, je vous ai dit, même partir de Gozo pour arriver dans la baie de Comino, il y a beaucoup de criques, il y a la Blue Lagoon, il y a la Crystal Lagoon, il y a Santa Maria Bay. C'est un rêve. C'est magnifique. Non seulement la couleur de l'eau, mais aussi la température de l'eau. Et l'eau est très salée ici aussi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment une bénédiction, en tout cas, de Mère Nature. Et même Gozo, on a de très, très belles criques, par exemple. Arriver en bateau à la baie de Douera et jeter l'ancre, elle est très profonde. On le voit sur les images, le bleu, on voit le bleu de cette mer incroyable, ces très belles criques, ces très belles falaises. Vous nous parlez de Gozo. Est-il vrai, Patricia, que la vie commence tôt le matin à Gozo? Parce qu'il va faire chaud après. Donc c'est un peu comme dans les villages méditerranéens. 4h30, 5h, ça commence. Oui, les vrais locaux, on entend des petits pas devant nos fenêtres de notre maison à 4h30, 5h moins quart, car c'est la première messe. Donc, la première messe est à 5h, notre petit village part à la messe, et après, ils partent faire leurs courses, ou comme disait Marie, il y a les petites camionnettes qui arrivent, on entend des bip-bip différents, donc celui du pain, c'est un carillon dans notre village. Le monsieur des légumes, c'est un bip-bip un petit peu plus discret. Le monsieur du gaz, c'est un bip-bip très agressif. Mais il y a une ambiance. Il y a une ambiance fantastique. C'est un petit peu comme dans la France il y a 40 ou 50 ans. Mais c'est ça, mais c'est ce que je vous disais. Le temps paisible, c'est ça. Le temps s'est arrêté et on est allé en arrière avec des très belles valeurs de 30 ans. Je veux dire, la douceur de vie est vraiment inexplicable, mais quand on la touche, on tombe amoureux. Je veux dire, je crois qu'il n'y a pas de demi où on adore ou on n'aime pas du tout. Voilà, je comprends très bien. On va continuer à parler de Malte et de cette découverte de cet archipel incroyable et de ses habitants avec nos invités. Dans un instant, on marque une pause, à tout de suite. Malte, l'île joyau de la Méditerranée, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel.
Et c'est Malte que nous découvrons aujourd'hui. Malte avec tous ses charmes, ses secrets, ses monuments, sa gastronomie, les gens qui y vivent, le temps qui est suspendu. Une façon de vivre différente, très, très paradoxale, parce qu'il y a un côté très festif, très animé, et puis un côté très paisible, où on a envie de faire du yoga, de regarder la mer, de manger du bon poisson. Il y a un art de vivre, une douceur de vivre, un côté très paisible à Malte. Alors le Blue Lagoon, c'est quoi, Claude ? Alors, le lagon bleu se trouve à Comino. Ça, c'est incontournable aussi. C'est absolument incontournable. C'est un peu vraiment le petit secret de Malte, parce que la mer, là-bas, c'est cristalline. Ah oui, translucide, cristal, turquoise. On y pense d'être aux Caraïbes, alors que nous sommes en Méditerranée. On peut rejoindre le lagon bleu, le Blue Lagoon, depuis Gozo, mais aussi depuis Malte, toujours depuis Turcoa. Très facile à rejoindre. Mais Comino, ce n'est pas uniquement le lagon bleu. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi le Crystal Lagoon, qui est à côté de Blue Lagoon, qui est aussi magnifique. Il y a aussi un fort, le fort de Santa Maria. Il y a des forts partout, Claude. Oui, à Comino, il y a un fort, le fort de Santa Maria, et c'est très bien de visiter aussi pendant l'hiver, parce qu'on peut faire de la randonnée pédestre au Comino. Pendant l'été, il faut aller très tôt, ou moi je conseille peut-être après 17h, il ne fait pas trop chaud, c'est moins populaire, parce qu'il faut dire que Comino c'est très prisé. Donc, mais là, peut-être, au lieu d'aller aussi sur Blue Lagoon, on peut toujours aller à Crystal Lagoon, qui est à côté. C'est toujours il y a moins de monde. Parce que moins de monde connaissent. Là, maintenant, ils vont connaître. Maintenant, ils vont connaître. Marie Choquet, est-il vrai que c'est une terre de randonnée, Malte ? Oui, tout à fait. On y randonne, on vient pour y randonner, et ça, c'est bien, c'est chouette. Oui, vous avez, à travers l'Office du tourisme, vous pouvez aussi télécharger des chemins de randonnée que vous pouvez trouver sur Internet. Qui sont assez faciles, ça monte, ça descend, c'est comment ? Mal, c'est plutôt plat, donc c'est assez facile au niveau randonnée. Et vous avez différents paysages que vous pouvez découvrir. On a beaucoup de falaises, donc ça c'est très agréable aussi. Des petites randonnées de 5-6 km sur des falaises. Vous avez les plus célèbres qui s'appellent Dingley. Mais après, vous en avez certaines d'autres qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc, vous avez par exemple Mijrael Ferla, vous avez Fomilrir, et Fomilrir, ça finit sur une plage aussi. Donc, tout ça, et puis vous avez cette magnifique vue de la mer qui n'en finit pas, et c'est très, très agréable. Et c'est pour ça que vous y êtes depuis tout ce temps et que vous avez du mal à rentrer en France. Tout à fait. Patricia, vous êtes depuis très longtemps aussi tombée amoureuse de l'endroit. Est-ce qu'on peut dire que c'est Gozo, c'est aussi l'endroit où les artistes aiment venir parce qu'il y a cette ambiance un peu particulière ? Oui, absolument. Il y a, par ses couleurs et sa beauté en plus au point de vue nature, mais nous avons par exemple une clientèle de beaucoup d'écrivains qui viennent et qui passent 2-3 semaines ici. Voilà un côté méconnu de Malte. C'est l'endroit où on vient se puiser une source d'inspiration. Nous avons beaucoup de médecins aussi qui venons en automne pour se reposer, pour faire des très belles randonnées. On peut faire des randonnées de 12, 14, 15 km par jour. Ça, c'est génial. Et la plongée aussi des sites sublimes avec énormément d'épaves. Je sais que vous avez eu des gens très célèbres, des artistes de cinéma très célèbres, dont on ne dira pas le nom. Qu'est-ce qu'ils vous ont... mais vraiment du haut de gamme, du hollywoodien. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos de Gozo ? C'était pas la première fois qu'ils venaient, et ils ont déjà tourné plusieurs films sur l'île de Malte, oui. Mais il y a quand même un très gros marché de celebrities qui viennent sur l'île de Malte et de Gozo. En ce moment, ils sont en train de tourner un film très important sur Malte. Car il y a une douceur, non seulement de vie, mais de service, une gentillesse, une professionnalité. La langue est anglaise, donc pour les gens qui filment, c'est facile, etc. Il y a un artisanat aussi très important de charpentier pour construire les sets, etc. Les décors, oui.
décor. Et puis il y a une belle lumière. Il y a cette belle lumière qui est nécessaire pour le cinéma, ne l'oublions pas. Absolument. Nous, on a fait plusieurs productions de photos. On a eu plusieurs teams qui sont venus ici à Gozo parce qu'il y a des endroits qu'on pourrait dire ressemblent un petit peu à la Lune. Il y a vraiment des locations extraordinaires. Absolument. Donc, et en plus, la saison hivernale qui permet en tout cas une très belle lumière et un climat vraiment très beau, permet aussi aux gens de pouvoir venir et faire leurs photos de maillots de bain. Et toute l'année, précisons-le, toute l'année. Pas seulement, faut pas toujours aller à Malte, juin, juillet, août, septembre. C'est vraiment, allez-y en octobre, novembre, c'est sublime, mars, avril, mai. Moi, je dirais que le printemps et l'automne, pour nous, sont des autres saisons où vraiment les gens qui aiment Malte viennent pendant ce temps. L'été, c'est chouette, c'est la mer, c'est le bateau, plage, c'est les journées de soleil qui durent 9-10 heures, etc. Mais l'automne porte vraiment non seulement un climat, mais porte aussi une douceur de journée. Par exemple, nos clients se réveillent, font leur petit déjeuner, ils vont faire des très belles balades, ils reviennent. La douceur de vivre, le côté paisible. Claude Zamy-Trévisan, parlons de ces grands événements culturels qui vont arriver là bientôt, parce que c'est aussi ça, Malte, c'est aussi une succession d'événements pour la culture, de festivals, de concerts, de musique, de tout. Tout à fait, tout à fait. Le mois d'octobre, c'est vraiment Le mois. C'est le mois pour les événements. Oui, oui. On a 3 événements incontournables, ils sont très différents entre eux. Donc, on commence par le week-end du 5 au 8 octobre. Il y a le Malta Classic. Ça, c'est chouette, ça. C'est que des vieilles voitures anglaises. C'est une course incroyable des anciennes voitures. Ouais. Alors, il faut dire... Parce que quand les Anglais sont partis, on a gardé les... Il faut dire que Malte était une colonie anglaise. C'est ce week-end, donc, hein. Les Anglais sont arrivés en 1800 et ils sont partis en 1964. Ils sont partis, mais leurs voitures sont restées. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enthousiastes maltais qui ont une collection de voitures incroyables, surtout des voitures anglaises comme des Jaguar, des MG, des Triumph, etc. Et là, donc, chaque année, c'est une célébration de voitures anciennes. Et d'amoureux des voitures. Et d'amoureux des voitures. Et ils font le concours d'élégance, qui est vraiment magnifique, un spectacle. Il y a aussi, après, la course. Et la course qui se tient dans un endroit magnifique aussi, parce que c'est autour des remparts de la vieille cité de Imdina. Donc, c'est vraiment c'est une vraie course avec un vainqueur. Une vraie course, ça court, oui, vraiment. Tout à fait, tout à fait. Puis, le deuxième week-end, donc toujours en octobre, du 13 au 15 octobre, il y a le Birgu Fest. Ah, ça c'est top. Birgu, c'est une cité maritime, c'est une ville maritime, une ancienne ville maritime. C'est là où les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean se sont installés en 1530. Donc, il y a une histoire, une tradition, un héritage magnifique. Ça se trouve devant la Valette, donc on peut traverser de la Valette, c'est très très facile. C'est comme un arrondissement, si vous voulez, hein, quand on parle... et donc, le Birgu Fest, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est un événement avec la participation de la communauté locale de Birgu. D'accord. Moi, j'habitais, maintenant j'habite à Paris, mais avant j'habitais à Birgu. Et donc, je connais très bien, il y a une participation énorme. On met l'événement incontournable du Birgu Fest pendant le week-end, ça passe le samedi. Samedi soir, c'est le Birgu by Candlelight. Tout le monde allume la des fête de la bougie. Ça, donc tout le monde allume leur maison, leurs fenêtres, avec leurs balcons, avec des bougies. C'est très romantique, c'est magique l'atmosphère. C'est féerique. C'est féerique. Et puis, on a beaucoup d'émaltais aussi. Donc, c'est très authentique parce qu'il y a beaucoup d'émaltais. C'est la fête où il faut aller, ça, le Birgu Fest. C'est la fête où il faut aller. Ouais. Il y a après les rencontres avec les artisans, les petits ateliers qui sont ouverts, qui restent ouverts, les maisons qui sont ouvertes aussi parce que la communauté de Birgu, ils sont très fiers et donc ils font des visites chez leurs maisons. C'est vraiment magnifique. C'est unique dans ces genres. Puis, le 21 octobre, notre festival, notre événement
Middle Sea Race. À la fois, oui, là c'est sportif. Ouais. Là on est. Mais c'est très beau à voir, tous ces bateaux. Très beau à voir. Donc il ne faut pas être quelqu'un qui pratique la voile. On peut tranquillement être quelqu'un qui aime les bateaux, qui aime la mer. Et voir simplement ce départ de ces bateaux qui vont aller faire le tour de la Sicile. Oui, il y a une centaine de bateaux, des voiliers importants aussi, qui, les départs, donc ils font leur départ depuis le grand port de la Valette, un endroit stratégique pour assister au départ, c'est le Upper Baraka Gardens. Absolument. Ou bien le Lower Baraka Gardens, ou sinon, depuis Birgu, toujours, depuis le Fort Saint-Ange. C'est un spectacle. Avoir son bateau qui sort du port, et puis ils continuent et ils vont ils font la tour de la Sicile et ils rentrent. Voilà. Donc là, c'est 3 événements incontournables. On a beaucoup d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Alors pour le reste, il faut aller, parce que l'émission va bientôt se terminer, Claude, il faut aller voir sur le site. Rappelez-nous l'adresse du site où il y a tout le défilé, tout le... Oui, alors le site officiel, c'est visitmalta.com, visitemalte.fr. Parfait. Patricia Biazzi, on va se quitter. Donnez-nous quand même les 3 mots qui vous viennent à l'esprit pour qualifier Malte et la destination de Malte, Patricia. Soleil, passion, repos. Soleil, passion, repos. Marie, merci aussi d'avoir participé à l'émission. Les 3 mots qui vous viennent à l'esprit pour vous? Gentillesse, générosité et soleil. Et soleil, très bien. Claude Zamet-Trévisan, merci. Comment vous diriez de Malte? Qu'est-ce que vous diriez de Malte pour la qualifier avec 3 adjectifs aussi, vous? Mais pour moi, c'est la pierre. La pierre. Couleur miel, c'est ça. Les bateaux. Les bateaux. Et la chaleur. Les Maltais sont très chaleureux. Et la chaleur des Maltais. Merci en tout cas de nous avoir fait partager votre amour pour cette île que vous connaissez bien puisque vous en êtes originaire. On y va donc toute l'année, rappelons-le. Surtout y aller dans des moments un peu hors des sentiers battus. Octobre, novembre, là c'est la bonne période. Et vous avez toutes les informations que vous retrouvez sur notre site internet. L'émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. La France à découvrir. À bientôt. Salut. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Malte, l'île joyau de la Méditerranée.